Le droit français des sociétés a connu il y a quelques mois une évolution jurisprudentielle majeure à propos des sociétés en formation. Vous le savez, une société acquiert la personnalité morale en s'immatriculant au registre du commerce et des sociétés. Mais cela fait longtemps qu'on permet à une société que des actes soient faits pour son compte, alors qu'elle n'a pas encore la personnalité morale, alors qu'elle est seulement une société en formation. Les fondateurs peuvent accomplir des actes pour le compte de la société et ces actes pourront être repris par la société. Cela veut dire qu'une fois qu'elle sera immatriculée, elle aura sur elle les conséquences juridiques de ces actes. Un contrat, par exemple, un contrat important avec un fournisseur ou un contrat de bail pourrait être conclu pour le compte de la société en formation avant son immatriculation et ensuite la société reprendra à son compte le contrat et le fondateur sera libéré. Eh bien, ce système, pendant longtemps, la jurisprudence, lorsqu'elle l'a appliqué, avait ajouté une forme de, de formalisme. C'est-à-dire que la Cour de cassation considérait qu'il y avait des formules particulières à respecter. Particulièrement, la Cour de cassation considérait que ce ne pouvait pas être la société en formation représentée par monsieur un tel ou madame un tel qui avait conclu l'acte. Il fallait que ce soit monsieur un tel agissant pour le compte d'une société en formation identifiée qui accomplisse l'acte. Si on était dans le schéma où c'était une société qui n'existait pas encore, représentée par quelqu'un, même en précisant société en formation qui avait accompli l'acte, eh bien la Cour de cassation considérait qu'il y avait là une nullité et une nullité absolue. Ça voulait dire que l'acte ne pouvait pas produire d'effet, il ne pouvait pas être repris ni par la société, ni par le fondateur. Le fondateur n'était pas tenu des conséquences de l'acte puisque l'acte était nul. Eh bien, la Cour de cassation, par 3 arrêts, en date du 29 novembre 2023, 3 arrêts rendus par la Chambre commerciale, 3 arrêts qui ont été beaucoup commentés en doctrine et 3 arrêts qu'il faut connaître, la Cour de cassation a jugé que les choses étaient désormais différentes. C'est un revirement de jurisprudence. La Cour de cassation va dire par ces arrêts qu'il apparaît possible et souhaitable de reconnaître au juge désormais le pouvoir d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l'acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas que l'acte fût conclu au nom et pour le compte de la société en formation. Cela veut dire qu'on abandonne ces formules obligatoires que la Cour de cassation entendait voir respectées et que c'est le juge, et on comprend que c'est les juges du fond, qui vont venir apprécier si l'intention des parties était que l'acte soit accompli pour le compte d'une société en formation et du coup que l'acte puisse être repris par la société une fois celle-ci immatriculée. Donc c'est là une évolution importante de la jurisprudence, évolution que les étudiants en droit, que les praticiens doivent connaître, évolution importante. Est-ce que c'est la dernière évolution que connaîtra ce système ? On attend, on espère une évolution sur un autre point particulier qui est celui de la manière dont les actes sont repris. Les textes légaux et réglementaires prévoient des modes particuliers pour qu'il y ait reprise des actes. La jurisprudence, majoritairement, considère qu'il ne peut y avoir de reprise en dehors de ces modes particuliers de reprise. On verra si, à l'avenir, la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence pour admettre, par exemple, une reprise implicite des actes par la société. Est-ce que la société, si elle exécute les actes sans dire
expressément qu'elle les reprend, mais si elle les exécute, est-ce que cela emporte reprise de l'acte par la société? Eh bien, pour le moment, il y a ce formalisme à respecter. On verra s'il y a une évolution de la jurisprudence sur ce point.